Depuis plusieurs années, certains d'entre vous m'ont demandé de faire une présentation sur les Vénus préhistoriques. Vaste programme. Je m'y suis risqué cette année en sollicitant les conseils de Pascal Rau, grand spécialiste de la question, et la participation d'Éric Martin, qui m'a fourni une iconographie d'1 millier de diapositives. Comme le CSA demande de mettre un carré blanc dès qu'on voit un bout de sein dans un film, je me soumets à la censure et demande aux enfants de moins de 10 ans de ne pas regarder cette présentation. Dans notre imaginaire, le nom de Vénus évoque cette belle déesse gréco-romaine, avec ou sans bras. La naissance de Vénus a excité l'imagination d'artistes tels que Botticelli ou Alexandre Cabanel. Vénus, dans la mythologie romaine, c'est la déesse de l'amour, de la séduction, de la beauté. Elle est équivalente à la grecque Aphrodite. Elle semble dérivée de la déesse Inanna chez les Sumériens, Ishtar chez les Akkadiens, Turane chez les Étrusques, etc., etc. C'est Joseph Zambati qui exhuma en 1903 la statuette de Willendorf. Ironiquement, pour souligner ses formes plantureuses, il l'affubla de l'appellation Vénus de Willendorf. Ce terme a fait florès. Il a été repris pour qualifier toutes les statuettes féminines préhistoriques. Alors la question va se poser. Qu'est-ce qu'une Vénus ? Cela peut être une statuette mobilière, mobile, qu'on peut emporter avec soi dans sa hutte, ou une représentation pariétale, gravée ou peinte sur les parois. Où les trouve-t-on ? Dans toute l'Europe. Quand ont-elles été créées ? Du Paléolithique supérieur au Néolithique, à l'âge des métaux, au début de la période historique. Pourquoi l'homme préhistorique a-t-il voulu représenter ces femmes ? C'est la grande inconnue, et nous tenterons de présenter quelques hypothèses. Voyons tout d'abord les statuettes mobilières, donc celles qu'on peut déplacer et emporter avec soi. Elles sont en général de petite taille, de quelques centimètres à quelques décimètres. Elles sont sculptées dans de l'ivoire de mammouth, dans de l'os, dans des dents de chevaux, de bison, dans du calcaire, dans de la calcite, la stéatite, argile, jet, grès, marbre, silex, etc., etc., etc. Elles ont été trouvées en plein air, dans des huttes, des abris sous roches, des grottes. Leurs attitudes sont le plus souvent debout, les jambes jointes, ou non. Cela se vérifie pour la majorité des Vénus, du Paléolithique du moins. Il en va de même pour de nombreuses statuettes néolithiques. Toutefois, nous voyons immédiatement que les formes et les proportions anatomiques ne sont plus tout à fait les mêmes. Mais nous y reviendrons. D'autres statuettes représentent des figures féminines assises ou couchées, avec parfois des positions lascives. C'est vrai au Paléolithique comme au Néolithique. Certaines montrent des traces de coiffure, des résilles, ou de vêtements, qui vont du pagne à l'anorak, c'est bien sûr le cas en Sibérie, ou parfois même des robes, en Espagne. Mais il n'y a pas que les Vénus mobilières. D'autres sont pariétales, c'est-à-dire trouvées sur les parois d'abris sous roches ou de grottes. Elles sont gravées ou peintes, certains même sont sculptés en bas-relief ou haut-relief. Les femmes ne sont pas toujours représentées entières, mais sont souvent limitées à des vulves figuratives ou symbolisées que l'on rencontre sur les parois des grottes, des plaquettes de calcaire, des objets mobiliers.
La répartition géographique des figurations féminines se situe dans une bande qui traverse l'Europe d'ouest en est sur une longueur de plus de 3000 km. Cette zone correspond à une succession de régions au relief modéré, facilitant les communications. Bassin aquitain, bassin parisien, passage rhénan, plateau d'Allemagne du Sud, vallée du Danube, plaine méridionale de la Pologne et de la Russie, plateau d'Ukraine, de Sibérie. Les hommes et les idées ont été en quelque sorte canalisés par le cadre géographique, entre relief d'une part et le glacier nord-européen d'autre part. Au Paléolithique, donc, c'est la zone en jaune. Au Néolithique, c'est la zone en bleu. Zone en bleu parce qu'on voit que cet axe se dévie quelque peu pour s'étendre du Moyen-Orient à l'Occident. Cet art apparaît il y a si longtemps et sur une superficie si vaste, et il pose bien sûr la question de son origine. On peut se demander si l'art préhistorique dérive d'une origine unique ou de foyers polygéniques. La ressemblance de toutes les Vénus paléolithiques de la péninsule ibérique à la Sibérie traduit-elle une origine commune ou une convergence liée aux mécanismes cérébraux et antiques de peuplades diverses réparties sur toute l'Eurasie? Je me garderai bien de vouloir répondre à une telle question. Nous posions la question: quand ont-elles été exécutées? Les Vénus sont un thème constant depuis le Paléolithique supérieur, c'est-à-dire pendant 30 000 ans. Elles sont parfois bien difficiles à dater, car à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, les préhistoriens cherchaient des objets rares, en particulier les Vénus. Ils les prélevaient sans faire attention au contexte où ils les trouvaient, localisation, couches sédimentaires, etc. Il devenait alors difficile de leur donner un âge relatif, seul le style permettait de les dater. J'ai symbolisé ici les grandes époques, Aurignaciens, Gravettiens, Magdaléniens, Néolithique et âge des métaux. Et nous allons les passer à présent en revue. Entre 33 000 et 26 000 ans, dans la majeure partie de l'Europe, l'Aurignacien voit apparaître des figurations féminines très réalistes ou stylisées. J'ai représenté parmi des dizaines de Vénus quelques exemples dont j'ai marqué la localisation, dont la merveilleuse peinture de la grotte Chauvet, dont nous parlerons plus loin. Entre 26 et 20 000 ans, les civilisations du Gravettien ou Périgordien supérieur occupent l'espace géographique de la plus grande dispersion de l'art paléolithique. En Europe centrale et orientale, on parle de Pavloviens, de Kostianikiens, ce qui correspond en gros à la même période. Les Vénus présentent une grande uniformité de style, aux formes stéréotypées, avec exagération du volume des seins, du ventre, des hanches, atrophie de la tête, des bras, des jambes. C'est pourquoi les préhistoriens y voyaient une représentation d'état physiologique féminin se rapportant à la grossesse et symbolisant la reproduction. Le roi Gourand a étudié en détail les proportions et la forme des différentes parties de ces Vénus, qui s'inscrivent généralement dans un losange dont le grand axe est vertical. Leur corps est généralement divisé en segments égaux. Ce schéma n'est pas applicable à toutes les Vénus paléolithiques, malheureusement. Curieusement, pendant les 3 millénaires de la culture solutréenne, alors que l'outillage atteint une technique et une beauté inégalées, on ne trouve aucune représentation de la femme. Mais il faut se souvenir que le solutréen est une culture très localisée, géographiquement, et que nous n'avons peut-être pas encore trouvé des traces de son art mobilier ou pariétal. À l'inverse, entre 15 et 11 000 ans, l'art des civilisations magdaléniennes atteint son apogée, avec des figurations féminines d'un style très varié, réaliste,
caricaturale ou schématique. On peut en particulier remarquer les gravures sur calcaire de la grotte de la Marche, dont le modernisme et le traitement caricatural le rend très contemporain. Les statuettes ne sont pas les seules représentations féminines au Magdalénien. On connaît également de nombreuses gravures et peintures pariétales. J'ai pris au hasard des exemples au Combarel, Connersdorf, Fronsac, La Pileta, Enlène, Isturitz, Ardalen, etc. Autour de 10 000 ans, le climat se réchauffe. Le retrait des glaciers libère des espaces nouveaux. La faune forestière s'installe. Les hommes transforment leurs techniques de chasse et exploitent plus intensément les ressources végétales. La récolte des graines et des fruits prend une place plus importante. Les individus se regroupent en villages. Les vélus chasséennes sont rares. L'abstraction tend à réduire les éléments du corps. À l'est de l'Europe, dans le monde égéen, les Balkans, le Proche et le Moyen-Orient, la fabrication de centaines de statuettes modelées dans de l'argile ou sculptées dans les roches locales est très fécond. Les formes sont assez frustes, mais réalistes. La tête est représentée avec coiffure et yeux. Les bras, les seins sont de proportions normales. La région fessière est très développée. Plusieurs sont en position assise. On voit apparaître les femmes en forme de violon, figure classique dans les Cyclades et l'est de la Méditerranée. Vers 6000 ans commence la métallurgie. L'âge du cuivre d'abord, le chalcolithique, puis l'âge du bronze. C'est le début de la société guerrière où la femme passe au second plan. L'art mégalithique, très schématique, a une valeur religieuse, liée à la mort. On voit l'apparition de statues menhirs où la pierre est sculptée et montre nettement la division des sexes. L'homme porte une épée, la femme a des seins toujours figurés. Et puis va arriver l'âge du fer, l'apparition de l'écriture, le début de la période historique. La longue époque des Vénus préhistoriques se termine, laissant la place à l'art de l'Antiquité, extrêmement riche, aux nombreuses déesses qui, du Moyen-Orient, en passant par l'Égypte, la Grèce ou Rome, viennent modeler les origines de notre culture. Dans cette présentation, je fais complètement l'impasse sur l'art du reste du monde, Afrique, Asie, Amérique, Australie, Océanie, qui auront une évolution propre. Vous m'en excuserez, mais on ne peut pas parler de tout en 20 minutes. Les préhistoriques ont façonné, gravé, sculpté, peint ces Vénus pendant 30 000 ans. 30 millénaires, 300 siècles. Une telle récurrence a bien entendu une motivation profonde. Qu'avait-il besoin de représenter? Et cette représentation a-t-elle toujours été la même au cours des millénaires? C'est une question qui taraude les préhistoriens dès les premières découvertes il y a 1 siècle et demi. Chacun est tenté d'apporter ses réponses, qui coïncident avec ses motivations, ses croyances, ses fantasmes. Il faudrait faire abstraction de ses opinions propres pour comprendre, objectivement, ce que l'artiste voulait communiquer à ses contemporains. C'est extrêmement difficile, dès qu'il s'agit des origines et des croyances humaines, car notre culture et nos croyances viennent fausser notre jugement. Parmi les hypothèses suggérées, nous aborderons les thèmes suivants: la fécondité et la maternité, la sexualité et l'érotisme, la cosmogonie et la magie du renouveau, le matriarcat et la déesse mère, le voyage chamanique et la renaissance du chaman. Les premiers préhistoriens pensèrent que ces femmes nues et apparemment enceintes étaient le symbole de la fécondité. La survie de l'espèce, du clan, était indispensable et la fécondité paraissait primordiale à une époque où la mortalité était précoce, principalement ravageuse chez les enfants et les nourrissons.
La grossesse paraît évidente devant les ventres arrondis, les nombrils dilatés, les vulves béantes. Le panneau d'angle sur Anglin représente des femmes dont les ventres montreraient des états physiologiques différents, révélés par la forme et le volume des seins. Le ventre, les hanches. Ainsi, la première a été interprétée comme une femme gravide et parturiente. La seconde comme une multipare. La troisième comme une jeune femme svelte. D'autres, au contraire, la décrivent comme une femme venant d'accoucher, ce que j'ai du mal à croire devant sa poitrine plate, incompatible avec la fonction d'allaitement. Certains auteurs ont décrit des scènes de parturition. La femme dite la carte à jouer de Lecel pourrait être lue comme une femme accouchant, la tête du bébé sous ses jambes repliées. À Grimaldi, la parturiente semble tenir la tête du nouveau-né. La déesse de Sataluyuk, qui a les bras reposés sur deux félins, montre à ses pieds la tête d'un bébé. Rice a établi des statistiques. 23% des statuettes sont des jeunes filles, telle l'adolescente de Logéribas. 38% des femmes mûres, dont l'anatomie ne va pas sans rappeler les femmes stéatopiges dans la célèbre Vénus Hottentote, honteusement promenées dans les foires à la fin du XIXe siècle. 22% sont des femmes âgées, supérieures à 35 ans. Seulement 17% sont apparemment gravides, comme l'étrange statuette de Montpazier. On trouve trop de représentations sexuelles non équivoques, et en particulier des pénis et des vulves, pour ne pas penser que nos ancêtres des cavernes étaient très portés sur la chose. Je veux dire la sexualité, l'érotisme. Les femmes représentées sont nues, parfois menues, ou bien en chair, à la Rubens. Les seins, les hanches, les cuisses hypertrophiées suggèrent bien les fantasmes masculins et les motivations érotiques. Comment ne pas faire le lien avec ces tableaux plus modernes, tels l'origine du monde de Courbet et ce nu bleu de Matisse? On retrouve des positions similaires dans les Vénus de la Magdeleine des Albis, dans le Tarn. Le doute n'est plus permis quand on voit des scènes telles que la danse de ces trois femmes penchées vers l'avant au Combarel, la poursuite amoureuse d'Issuritz, la femme couchée entre les pattes d'un renne à Logéribas, le coït gravé sur une plaquette dans l'aine. Nous sommes proches des images pornographiques. Comment ne pas être perplexe devant ces Vénus doubles, à Balzi comme à Valdivia, dont l'entrelacement est précurseur 10 000 ans en avance du mariage pour tous. Mais redevenons sérieux. Certains ont évoqué dès le XIXe siècle le matriarcat dans la préhistoire. C'est entre autres la thèse de Marira Rimbutas. Elle soutient que dès l'Aurignaciens, seule la filiation maternelle pouvait être prouvée, et que le matriarcat a précédé le patriarcat. Toutefois, on ne peut citer aucune preuve de gynécocratie en préhistoire. Le peuple des Amazones n'existe que dans les livres de Gene Howell ou les films de Hollywood. À l'inverse, Claudine Cohen craint que la femme n'ait toujours été seconde. C'est le sexe faible, dépendant de son compagnon, viril et macho. On a souvent évoqué le mythe de la déesse mère, symbole de fécondité et de fertilité. Beaucoup d'auteurs pétris de culture gréco-romaine affectionnent ce mythe. S'il ne peut être prouvé chez les chasseurs-cueilleurs, il paraît plus plausible dans les sociétés pratiquant l'élevage et la culture. Je citerai encore la statue de Sataleyuk, les antiques Cybèles, Déméter, Isis berçant le jeune Horus, qui sera christianisé avec la Vierge et l'enfant. On sait que pour Breuil, l'art paléolithique était lié à la magie de la chasse.
La femme mère, protectrice, est le symbole de la stabilité du foyer. Elle serait aussi la maîtresse de la nature et du gibier. Les statuettes seraient-elles des amulettes assurant la fécondité, mais également le succès de la chasse? Les Vénus paléolithiques nous introduisent alors dans le domaine de la magie, avec les idées du renouveau de la nature. Elles auraient une signification mythique pleine de sacré. La fameuse peinture de la grotte Chauvet associe la femme aux bestiaires de la grotte, les félins et les bovidés. La grotte est le sein maternel, la matrice qui régénère de manière saisonnière la faune et l'humanité. Les vulves omniprésentes sont le lieu et le moment de ce renouveau. Certains pensent que la corde d'abondance serait un calendrier saisonnier, voire même peut-être menstruel. Les vulves gravées dans les grottes sont souvent couplées à d'autres symboles, des cupules des animaux, et le triangle pubien en delta serait une forme universelle de la fécondité. Des femmes stylisées ne sont pas faciles à interpréter et évoquent des transformations en oiseaux, en Europe orientale. D'autres se métamorphosent en mammouth ou en bison, à Malta, à Peshmerl. Les grottes pouvant être un lieu d'initiation des jeunes, il n'est pas étonnant que le mystère du don de la vie soit présent. La présence des femmes et du bestiaire y prennent alors une signification nouvelle. La survie et l'épanouissement du clan des hommes est lié au renouveau de la vie. Plus tard, à l'âge du cuivre, l'union du dieu taureau et de la déesse terre est l'indication du renouveau. Nous en avions parlé il y a quelques années dans mon exposé sur la vallée des merveilles. Depuis quelques années, des préhistoriens, inspirés par le travail d'ethnologues, ont proposé une lecture chamanique à l'art de la préhistoire. Je voudrais citer les ouvrages de Lewis Williams, Jean Clotte, Pascal Rau. Dans cette optique, le monde réel serait celui des esprits, dont notre monde concret ne serait que l'image. Les sociétés primitives de chasseurs-cueilleurs ne peuvent vivre qu'en accord avec le monde des esprits, et le chaman est le trait d'union entre les deux mondes. Par une formation très longue et une ascèse pénible, l'esprit du chaman peut, grâce à des cérémonies unissant la musique, la drogue, l'incantation, quitter son corps, passer d'un monde à l'autre et demander aux esprits de résoudre les problèmes qui affectent le clan, disette, maladie, conflit. L'esprit alors prend l'aspect d'un animal tutélaire qui s'envole de la tête du chaman à l'aide du cheval voyage. Ce voyage chamanique peut être extrêmement dangereux et entraîner la mort du chaman. Et si au retour, il n'apporte pas la réponse aux problèmes du clan, il peut être abandonné, voire tué. Être chaman n'est pas une sinécure. L'art pariétal illustre les phases des voyages chamaniques, avec l'animal tutélaire du chaman, auroch, bison, cerf, mammouth, et le cheval voyage toujours présent sur les panneaux. À Peshmerl, le grand panneau noir montre l'envol du mammouth, d'auroch, ce que vient confirmer cette représentation. Quelques mètres plus loin, dans le plafond dit des hiéroglyphes, on voit également l'envol d'une femme dont la signification est la même. Donc l'esprit du chaman quitte son corps, s'envole dans l'autre monde. Il va devoir revenir. Un dessin de la Pasiega montre comment l'animal tutélaire traverse la paroi de la grotte vers le monde des esprits et en revient. Le retour dans notre monde concret peut s'assimiler à une naissance ou une renaissance, où le sexe féminin, la vulve, peut jouer un rôle primordial. La grotte elle-même peut être le symbole de la vulve. Les entrées des grottes en sont la représentation. Le parpaillot, fond de gaume, en sont une illustration particulièrement saisissante. Les fissures dans la paroi à l'intérieur de la grotte rappellent l'anatomie féminine, et les vulves, dessinées ou gravées, confirment bien cette vision.
Au néolithique, le changement de mode de vie, les structures de l'habitat transforment la perception des choses et la vision du monde des esprits. Le chaman ira peut-être davantage au sommet des montagnes, comme Moïse, les Australiens ou les Indiens d'Amérique. Et bientôt apparaîtront des temples bâtis où les Vénus se transformeront en déesses. Je n'irai pas plus loin dans ce récit que j'imagine. On l'a vu dans tous les essais d'interprétation, il y a projection de nos cadres mentaux qui peuvent évoluer selon les époques et les modes, les règles de la morale du moment. On regarde la préhistoire avec nos yeux du XXe et XXIe siècle. La place de la femme s'est profondément modifiée. Elle a longtemps été confinée à la gestation, à l'élevage des enfants, à la sécurité du foyer. Dans le même temps, elle était l'objet de désir et propriété de son mâle époux. Au XXe siècle, du fait des guerres mondiales, on a assisté à son insertion dans le monde économique, à la conquête de son indépendance. La vision que nous avons des Vénus préhistoriques s'est modifiée peu à peu, évoluant en parallèle avec la conception de la femme moderne. Je vais donner tout à l'heure un aperçu des différentes hypothèses qui ont été émises sur la signification des Vénus. Je me garderai bien de choisir entre ces hypothèses, ni de donner des réponses péremptoires. Toutes contiennent peut-être une part de vérité. Quant à nos certitudes, que vaudront-elles dans 50 ans, face à l'évolution de nos conceptions, à la lumière des futures découvertes? Nous l'avons dit à plusieurs reprises, l'art préhistorique a évolué pendant près de 30 000 ans. 300 siècles, disions-nous. On a toujours du mal à imaginer l'immensité chronologique de cette période. Le Paléolithique a 11 fois la durée de l'histoire de France. Le Néolithique et les âges des métaux, 3 fois. L'histoire de l'art préhistorique est 15 fois plus étendue que celle allant des sculptures médiévales à l'art surréaliste. Les concepts ont dû évoluer au cours de cette période, et l'idée de la Vénus n'est probablement plus la même pour l'artiste aurignacien, pour celui du Néolithique, celui des prémices de l'Antiquité. Avant de terminer, je voulais vous présenter la dernière venue de nos Vénus paléolithiques. Il s'agit de la statuette paléolithique des Grèzes qui a été découverte à la fin des années 80 par un vigneron à Azilané, petite localité du Minervois. La figure mesure 10 par 10 par 5 cm. Elle est conforme à un certain nombre de conventions figuratives, une stylisation commune à ce type de production. Elle peut s'inscrire dans le losange, cher à le roi Gourand, avec 2 extrémités effilées presque symétriques. Certaines parties du corps sont exagérément développées. Fessiers, abdomen, seins. Les parties périphériques ne sont qu'ébauchées. Cela ressemble aux descriptions que je faisais tout à l'heure. Cette découverte vient s'ajouter aux 17 Vénus recensées du groupe méditerranéen. Elle intéresserait Claude Douce, dont vous avez peut-être visité la collection dans le château de Sauveboeuf à Aubas. Comme vous le voyez, il se passe toujours du nouveau dans la préhistoire. Et ça, c'est passionnant. Les préhistoriens du futur ont encore du pain sur la planche. En attendant, nos Vénus ont gagné le droit d'aller se reposer. Je n'ai mis ici qu'une bibliothèque sommaire orientée principalement sur la femme préhistorique. J'ai en fait utilisé beaucoup plus d'ouvrages sur l'art préhistorique en général, avec en plus de mes propres images, celles d'Éric Martin, que je remercie à nouveau.